Story de l'écrivain. On se retrouve pour la petite vidéo du mercredi où j'ai décidé en fait de lire plusieurs livres de SF, ce qui est un sous-genre que je lis plutôt peu, même si je l'apprécie beaucoup au cinéma ou en série télé. Et je vais commencer par un livre en fait que je n'ai plus parce que pour la petite histoire, c'est un livre que j'avais tellement aimé que je l'ai prêté une fois. On me l'a pas rendu, ce qui est pas bien grave. Du coup, je l'ai racheté, je l'ai reprêté parce que je l'avais beaucoup aimé et on me l'a pas rendu non plus. Donc je me suis dit peut-être qu'il faut que j'arrête de l'acheter. Je vais parler d'abord de La part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt. Alors pour moi c'est de la SF, même si c'est classé en littérature blanche, c'est vendu dans les maisons d'édition de littérature blanche, parce que vous comprenez c'est quelque chose de sérieux, la blanche c'est pas la SF. Et de quoi ça parle? Alors je vais prendre des circonvolutions pour vous dire de quoi ça parle, parce que tout simplement ce sont des termes qui vont être interdits sur YouTube, ce qui fait que vous allez me comprendre, hein, mais je vais le faire autrement. Je rappelle aussi que c'est un livre que j'ai lu il y a plus de 20 ans, je pense. Oui, ce qui fait que je vais juste vous le présenter parce que ça remonte vraiment. On va suivre donc on va suivre donc comme personnage principal Dodolphe, qui est allemand et qui va devenir un moustachu en colère qui a causé la mort de millions de personnes. C'est bon, je pense que vous l'avez. Vous l'avez. On va suivre en fait deux lignes directrices pour lui. Il faut savoir que ce personnage historique, c'est quelqu'un qui, euh, quand il était jeune, était très intéressé par tout ce qui est artistique. Et je crois qu'il a dessiné, vendu des cartes postales notamment. Et je pense que il n'a jamais été accepté. Il me semble qu'il n'a jamais été accepté à l'école des beaux-arts, sans doute de Berlin. Donc ça, c'était bien avant 33. Donc c'est sans doute au sortir de la Première Guerre mondiale. Et donc, Eric Emmanuel Schmitt va suivre deux lignes narratives par rapport à Dodolphe, c'est-à-dire Dodolphe tel qu'on le connaît tous et ce qu'il va devenir et comment il va finir, et Dodolphe qui rentre aux Beaux-Arts. Et je peux vous assurer que, euh, évidemment, c'est un personnage qu'on n'aime pas, si on est normalement constitué. C'est un personnage qu'on déteste, qu'on aurait sans doute envie de voir brûler en enfer si l'enfer existait. Et pourtant, dans la partie en fait où Dodolphe il rentre aux Beaux-Arts et qu'il devient artiste et ça m'a fait des échos en fait de repenser à cette histoire-là à un livre que j'ai lu cet été, il me semble, qui s'appelait Je suis Jeanne et Buterne de Olivier Elkaïm. Je sais plus dans quelle maison d'édition c'était. Mais grosso modo, c'est à peu près la même période. Non, c'est un petit peu avant, Je suis Jeanne et Buterne. Jeanne et Buterne, c'était la maîtresse, la véritable maîtresse, parce qu'ils vivaient maritalement, ils ont eu des enfants en vivant maritalement sans être mariés. C'était la maîtresse de Amedeo Modigliani, qui était un artiste plutôt maudit, qui était beaucoup dans l'excès, avec une santé fragile, etc. C'était en région parisienne, sans doute Montmartre. Je connais pas Paris, donc je dis peut-être des bêtises. Et si vous voulez, on va avoir cette ambiance-là de gens qui crèvent un peu la dalle, en fait, et qui veulent continuer quand même à poursuivre leurs rêves et peindre et je sais plus s'il y avait l'aspect festif ou un peu trop brûlons la vie des deux côtés, comme une chandelle. En tout cas, dans La part de l'autre, je me souviens d'avoir été assez partagée justement entre ces deux histoires-là, de Dodolphe qui rentre aux Beaux-Arts et qui va galérer en fait, parce que généralement, c'est pas forcément communément admis, mais un artiste, à part s'il y a une réussite financière, est-ce qu'une réussite financière est une véritable réussite aussi pour un artiste? Mais un artiste ne gagne pas des mille et des cents, donc c'est une vie plus ou moins de misère, etc. Donc on a ce côté-là où on se dit un peu, oh quand même le pauvre il galère, j'aimerais bien qu'il réussisse, et de l'autre côté on a celui qui va devenir
un des personnages les plus impopulaires, j'espère, du XXe siècle et qui a tué vraiment des millions de personnes, ou qui a fait tuer, qui a construit un système qui a permis d'éliminer énormément de gens. Donc, La part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt, c'est un assez gros pavé de mémoire, il doit être dans les plus de 500 pages, mais c'est un livre que j'avais vraiment apprécié. Et il me semble que j'ai pas lu d'autres livres d'Eric Emmanuel Schmitt et je vais pas pouvoir vous en dire plus parce que la lecture remonte à il y a trop longtemps. J'ai décidé d'être sinon un petit peu plus bref parce que j'avais prévu un 5e livre et en final, je vais vous en proposer que 3. Parce que le 5e, j'ai envie de prendre le temps de le lire vu que c'est en anglais, même si c'est court. On va commencer par Il faudrait pour grandir oublier la frontière, c'est de Sébastien Juillard. C'est aux éditions Scylla, collection 111 111. Donc déjà, le truc que je trouve très intéressant, cette maison d'édition, j'ai été regarder vite fait le site internet. Ils n'ont pas un catalogue très très grand parce que c'est une librairie qui édite ces livres-là. Il y a un super travail éditorial parce que, regardez-moi la beauté de cette couverture. Alors, je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, mais on a aussi des petits encarts comme ça. Et on n'a pas... Non, on n'avait pas de résumé. Et en fait, donc Scylla, c'est une petite maison d'édition qui est spécialisée dans l'ASF, donc science-fiction, la fantasy et le fantastique. Et la collection 111 111 en 111 caractères, c'est une novella inédite, une contrainte formelle, 111 111 signes de la première lettre de son titre à son point final. C'est un petit bouquin d'avril 2015, à vue de nez du 111 111 caractères, enfin signes, espace compris, on est sur une nouvelle qui fait un petit peu moins de 20 000 mots. Alors, comme ça a l'air... En fait, ce petit livre-là, c'est une novella, voire une nouvelle qui se passe dans la bande de Gaza. Alors, moi qui fuis, mais je ne regarde pas les informations, parce que tout ce qui est guerre lointaine, etc., ou guerre proche aussi, ça me file le bourdon. Les infos, si c'est que raconter tout ce qui va mal dans le monde, tout ce qui est flippant, bah, j'ai décidé d'arrêter de flipper dans ma vie. Donc, je ne regarde plus les infos depuis des années et des années. Je suis quand même vaguement au courant de où est-ce qu'il y a des guerres, entre qui, mais ça va pas plus loin que ça. Donc, on va dire que ma connaissance de la bande de Gaza, c'est que c'est le merdier depuis des décennies et que c'est sans doute pas prêt d'arrêter. Là, on est sur de la SF. Pourquoi de la SF? Parce qu'on va avoir des... Alors déjà, parmi les personnages, il y a plusieurs... Il y a les humanitaires, il y a les Israéliens, il y a les Gazaouis, il y a ensuite ceux qui se combattent, donc les différents... On parle de Hamas, on parlait de... Je sais plus comment s'appellent les autres termes. Alors pour moi, c'était vraiment bien documenté au niveau justement des différents groupes qui se foutent sur la gueule comme ça là-bas. On est grosso modo sur la même situation là que maintenant, que de nos jours. C'est un livre de 2015. Mais l'aspect SF, il vient d'où? C'est que on a des hommes qui sont augmentés, donc des hommes augmentés sur un plan technologique. On a un Gazaoui, il me semble bien, qui fabrique des prothèses à partir de matériaux recyclés, donc, mais matériaux aussi électroniques pour rendre en gros une certaine autonomie à des gens qui ont été amputés. On a une espèce de réalité virtuelle aussi. Il y a pas mal de trucs vraiment de SF qui sont liés au virtuel ou à l'amélioration de l'homme, des armes aussi, parce qu'on est dans un contexte évidemment, je sais pas si on appelle ça de la guerre civile, génocide, etc. Mais bref, c'est joie et bonheur évidemment. Mais j'ai trouvé que c'était super inventif, j'ai trouvé que c'était très documenté sur le peu que je savais sur ce conflit qui dure depuis des plombes et qui va sûrement encore durer des plombes. J'ai trouvé la plume très belle. Allez, je vais vous lire juste un petit bout là. Bassem était assis. Il se balançait, il chantonnait. Un air de la rue, celui des femmes au soir venu qui dit l'amour du guerrier trop loin. C'était un truc si vieux qu'il croyait être parfois le dernier à s'en souvenir.
Il chantait mal, mais le rythme soulageait quelque chose en lui. Il tenait un livre dans sa main, du bout des doigts, qu'il serrait sur le papier toujours blanc, où pullulaient ces machines infimes qui le protégeaient du jaunissement, que le père de Bassem disait important. Parce qu'un livre aux pages passées est comme un bédouin ridé qui a promené sa sagesse d'un bout à l'autre du sable. Sa flétrissure, c'est la marque de son savoir. Donc, vous voyez, on a quand même je trouve un style qui est riche. C'est pas forcément recherché, hein, ça reste très accessible. J'ai pas été particulièrement perdue parce que, en fait, j'ai un rapport à tout ce qui est scientifique qui est assez particulier. Parce que des aspects, par exemple, techniques, ça va être assez inaccessible pour moi parce que j'accroche pas si je comprends pas, en gros. Et je trouvais il y avait quand même des éléments de science-fiction, donc de technologies très avancées, des technologies qu'on peut éventuellement rêver autour de la réalité virtuelle, l'amélioration des armes, l'amélioration des hommes. Euh, et franchement, c'est vraiment une très jolie nouvelle. Évidemment, c'est méga émotionnant parce que bah on est dans du concret d'un conflit qui dure depuis des plombes. Et pas forcément le bouquin à lire quand ça va pas trop, mais je l'ai trouvé fort chouette. Ensuite, Collision par temps calme de La Volte, de Stéphane Beauverger, surtout à La Volte. On est sur une novella dans la collection Utopia. Alors, je vais vous dire ce que c'est cette collection-là. Donc déjà, je vais vous dire aussi où je l'ai acheté. Utopie, néologisme inventé en 1516 par l'écrivain anglais Thomas More dans son ouvrage L'Utopie, et qui donne son nom à l'île imaginaire. À la différence d'utopie, dont le préfixe privatif U et le radical topos, donc le U c'est et le radical topos lieu, signifie le lieu qui n'existe pas, le lieu de nulle part. Le mot utopie, EU, est construit avec le préfixe EU, bon, qui donne le sens de lieu du bon, lieu idéal. Utopia, nom donné à la collection de novellas qui s'inscrivent dans un contexte de société idéale ou qui la mettent en scène. C'est un livre que j'ai acheté cet été à peu près au salon des Mystériales à Redon, et donc j'ai pu avoir ma petite case dédiée. Pour Nora, cette collision fraternelle pleine d'amour déchirée dans un monde heureux, amicalement, Steph. Ce gars, il est trop sympa. Stéphane Beauverger. Pour la petite histoire aussi, parce que moi je suis une grosse gourde, Stéphane Beauverger, j'ai commencé à lire il y a quelques années Le Déchronologue, un livre qui est sorti peut-être bien chez La Volte aussi. Et c'est un livre où en gros le temps est fracturé dans Le Déchronologue. Et on se retrouve en fait dans un contexte temporel, peut-être au XVIIIe siècle, pirates et compagnie, sauf qu'il y a du trafic d'objets qui viennent d'autres temps. Donc autant des objets antiques, des objets peut-être médiévaux ou des objets du futur également. Et avec toute une déconstruction du récit autour de ce temps qui est fracturé. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ma lecture remonte à il y a bien trop longtemps et je n'ai pas fini le livre. Et comme une gourde, je l'ai dit à l'auteur, faites pas ça. Collision par temps calme, de quoi ça cause? Alors, on est sur une novella, donc c'est un petit roman. Il fait... À la louche, on est sur 116 pages. À vue de nez, c'est un 30-40 000 mots. Collision par temps calme, je vais vous dire le résumé, ça va être plus simple parce qu'il n'est pas évident à résumer justement. Silas mène avec sa famille une vie heureuse sur son île. Le monde est beau, paisible, fluide, grâce à Simri, l'artefact Sapiens, président au confort de l'humanité depuis 50 ans. Une super IA dont le déploiement global garantit à la société un avenir serein. Silas partage sa vie entre son travail d'analyste système et sa passion pour la conception de bateaux. Oui, le monde est beau et va bien, vraiment, pour tous. Mais Kali, la sœur de Silas, ne veut plus y vivre. Demander à quitter le giron protecteur de Simri, qui veille au bien-être de tous, c'est rare mais possible. Cette décision bouleverse Silas, s'il espère la faire changer d'avis. Il sait que leurs trajectoires respectives ne peuvent aboutir qu'à une collision par temps calme dans un ciel sans nuages. Donc, la petite société idéale que met en place Stéphane Beauverger, c'est des gens qui vivent sur une île et il y a l'air de ne pas avoir grand monde autour.
Donc c'est des gens qui vivent les uns à côté des autres sans forcément se fréquenter. Et j'ai trouvé ça assez drôle quelque part parce que il y a un côté très quotidien dans cette histoire où en gros on suit sur plusieurs jours. Silas, il est en couple avec un homme depuis des années, ils ont une fille et ils vivent pas ensemble. Et la petite, enfin c'est une petite fille qui a, je sais pas, 8 10 ans, un truc comme ça, je me souviens plus, elle vit entre chez Silas, son père, et chez son autre père. Ils alternent comme ça, mais ils sont en couple, sauf qu'ils ne vivent pas ensemble. Et c'est quelque chose qui est très bien vécu d'un côté comme de l'autre, hein. C'est chacun son espace personnel et on sera bien tranquille. Le copain de Silas, son mari, pardon, il est concepteur de bateaux, il me semble, et Silas, lui, donc, il est analyste système. La sœur de Silas, elle va débarquer. Il y a toute une histoire entre la mort de leurs parents à eux, donc les grands-parents de la petite fille, donc c'est deux morts qui ont eu lieu à peu de temps l'un après l'autre. En gros, ils ont perdu leurs deux parents récemment. Et en fait, il y a aussi cette histoire de Simri. Simri, c'est l'intelligence artificielle qui va venir un petit peu euh, soulager le quotidien de toutes les décisions qu'il faut prendre. Mais même des fois des décisions, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Donc c'est vrai que le qu'est-ce qu'on mange ce soir, de le savoir, en fait, ça soulage pas mal parce que ça permet d'enclencher en gros la cuisine. Et Simri, c'est une IA qui vit avec eux et donc qu'ils utilisent au quotidien. Et je trouvais ça vachement intéressant parce qu'on est sur une IA qui est là au service des gens qui vivent sous son giron. Et en gros, c'est une IA qui est mondiale et il y a peut-être un truc du genre 99% de la population qui vit dans son giron, sous sa protection. Et on est sur quelque chose d'à la fois très quotidien, avec... Bon, je vous avouerai qu'il y avait toute la partie qui décrit un peu le métier de Silas, qui est analyste système. Je ne sais pas ce que ça veut dire ce métier. Il y avait des aspects un peu techniques qui m'ont échappé, je vous dirais clairement. Mais j'ai un peu lâché la rampe du coup quand il y avait quelques passages comme ça un peu plus techniques qui parlaient du métier de Silas au sein de l'intelligence artificielle Simri. Et il y a eu aussi un truc assez bizarre autour de Simri, c'est que un des collègues de Silas travaillait aussi sur Simri et il aurait fait une découverte qui a éventuellement poussé ce gars-là à se tuer. Et donc débarque la sœur. La sœur, c'est une sœur jumelle, il me semble, de Silas. Où le côté jumeau, justement, c'est pour dire le côté un peu fusionnel, où ils réfléchissent pareil, même si quelque part ils sont pas tout à fait pareils, évidemment, mais ils réfléchissent un peu de la même manière. Et pour la petite histoire, en fait, un truc qui a provoqué en fait des conflits dans la famille, c'est qu'après la mort de la maman, en fait, la mère, elle avait décidé de devenir une persona. C'est-à-dire que sa personnalité, en quelque sorte, soit injectée dans Simri et puisse devenir une voix, une personnalité, un ton, etc. Et leur père, donc à Silas et Kali, était opposé à ça. Mais du coup, quelque part, la volonté de l'humain prime sur celle des autres concernant sa propre vie. Donc quelque part là-dessus, pas de souci. Et Kali, en fait, elle a le projet c'est ce qu'ils disent dans le résumé, Kali, la sœur de Silas, ne veut plus y vivre. Demander à quitter le giron protecteur de Simri qui veille au bien-être de tous, c'est rare mais possible. Parce que ça veut dire que Kali, qui veut sortir de Simri, ça veut dire qu'elle va s'exiler dans des endroits où Simri n'existe pas. Parce qu'il y a une espèce de convention qui dit aussi que tous ceux qui sont suivis par Simri sont dans certains secteurs géographiques et ceux qui ne veulent pas être suivis, protégés par Simri, il faut qu'ils soient en dehors de ces zones géographiques. Ce qui veut dire que
cette déconnexion lui demanderait de s'exiler, de se couper de sa famille, de se couper du monde et de ne faire juste partie que de la poignée de gens qui ne sont pas protégés par Simri. C'est renoncer en fait, en quelque sorte une espèce de petite mort. Et je trouvais que c'était vachement intéressant sur le principe. Il y a beaucoup d'interrogations sur la place de l'intelligence artificielle. Et moi qui ai décidé en fait de SF, j'aimerais bien développer un univers sur des formats courts parce que je me sens pas de faire sur des formats longs, donc plutôt des nouvelles novellas. Ça m'a apporté pas mal de grains à moudre en termes de réflexion sur, même si là on est sur Terre, moi je serais plus dans l'espace, mais ça m'a apporté pas mal de grains à moudre par rapport à par rapport à l'intelligence artificielle et comment on se situe en fait par rapport à ça. Parce que vous voyez, moi j'ai une tendance quand je vois des photos ou des vidéos IA, je bloque en fait. Ça me saoule. Ça me saoule qu'on aille cramer des litres d'eau pour ça. Mais pour tout vous dire, pas pour n'importe quoi, mais j'utilise un tout petit peu l'IA comme support pour du brainstorming. Mais bon, pas comme support pour de la recherche par exemple, ou tout simplement du brainstorming. Est-ce que ça, notamment pour cette histoire sur l'IA. Donc j'interroge l'IA sur l'IA, mais l'IA dans des centaines d'années. Je le fais pas beaucoup, je le fais très peu pour des images parce que je n'ai pas spécialement envie, puis que je trouve ça moche. Mais il y a un côté qui peut être assez bluffant. Mais je n'ai pas envie de me servir de l'IA comme... j'ai envie de me servir plus de l'IA comme une espèce de compagnon dans ma réflexion, plutôt que comme quelque chose qui va réfléchir à ma place. Parce que là, c'en est juste pas question. Parce que écrire et concevoir un univers, c'est du travail. Et le travail fait partie du travail d'écriture. Donc se prendre le chou, ça en fait partie. Donc l'IA m'aide à réfléchir, mais elle ne réfléchit pas à ma place. Dernier livre, c'est un recueil de trois nouvelles de Alain Damasio, So Far Away. Première fois que je le lisais. Il y a ces trois nouvelles qui sont extraites du recueil Aucun souvenir assez solide. Et le truc assez rigolo, c'est que Aucun souvenir assez solide, c'est une nouvelle qui fait à peine 4 pages, même pas, 3 pages et demie, même pas 3 pages et demie, et qui donne pourtant le nom au recueil en entier. On avait donc Anna à travers la harpe, So Far Away, qui donne le nom de ce recueil-là, et Aucun souvenir assez solide, donc la toute petite nouvelle qui donne le nom du recueil à laquelle ces trois nouvelles notamment appartiennent. C'est chez Folio, les petits folios à 3 euros qui, dans le temps, quand j'étais jeune, étaient à 10 francs, 1,50 €. Et première fois donc que je lis Alain Damasio, pourtant je suis quasiment sûre je dois avoir acheté La Horde du Contrevent que j'ai pas lu encore. Et je pense que si Damasio si c'est un auteur qui vous intéresse, commencez peut-être par les nouvelles justement, parce que il a un style d'écriture qui est particulier. Je dirais que c'est de la SF et c'est beaucoup de poésie aussi et du matérialisme. Alors le matérialisme littéraire, je vais essayer de vous expliquer en peu de mots un concept qui est complexe et que j'ai appris à la fac, donc il y a très longtemps, il y a 20 ans. Le matérialisme, ça va être à la fois partir du côté vraiment concret du langage, donc tout ce qui est allitération, assonance, donc les répétitions de lettres, de consonnes ou de voyelles, le jeu des sons, la musicalité, etc. Pour construire l'univers où les personnages, etc. Dit comme ça, c'est pas clair du tout, on est d'accord? Et donc, on a Anna à travers la harpe. Au début, je pensais qu'on était dans quelque chose de fantastique, parce qu'on a un papa en deuil qui part voir quelqu'un qui s'appelle le trépasseur, qui, dans mon imaginaire, me faisait penser un peu à Baron Samedi, quelque chose un peu vaudou, autour de sorcellerie, etc. Et en fait, ce papa-là, sa fille de 2 ans, de 2-3 ans, est décédée et il a besoin du trépasseur pour la ramener. Et là où je trouvais
on a basculé de quelque chose de potentiellement fantastique, comme ça, éventuellement fantasy, à quelque chose de purement SF, hallucinatoire, qui m'a même fait me demander si l'auteur consommait pas du LSD. Parce que on part sur le trépasseur, donc, qui est un personnage qui visiblement s'y connaît pour faire revenir les morts, va donner des instructions au père qui va les suivre aveuglément parce que le trépasseur va lui montrer qu'il a des pouvoirs. Donc, à savoir qu'il sait beaucoup trop de choses sur le papa, alors qu'il ne le connaît pas. Et il sait beaucoup trop de choses sur la petite qui est décédée. Ce qui fait que ça va convaincre le monsieur qui était plutôt sceptique à faire les choses pour aller chercher sa fille et la ramener. Et donc c'est un truc qui part de... On part vraiment d'un truc très concret parce que c'est plus ou moins sur une île, ça fait un petit peu les îles des Antilles, quelque chose comme ça, éventuellement Réunion. J'imaginais un peu quelque chose autour de ça. Et donc le père il fait ce qu'il faut. Et là, on bascule dans de la SF, voire de la SF un peu hallucinée. Parce que on va voir les Nornes, on va avoir une espèce de harpe, on va avoir des fils de vie que la petite joue et qui vont la rendre encore plus hallucinée parce que le papa va retrouver sa petite fille. Il y a des espèces de voyages dans les souvenirs et dans ce qui s'est passé, dans ce qui aurait pu être, dans ce qui sera peut-être. C'était super particulier, j'ai trouvé ça très déconcertant mais en même temps très émouvant. Parce que ça joue aussi vraiment, le côté hallucination, c'est vraiment les corps qui se transforment, des corps qui ne sont pas complets, des corps qui se déforment. On est dans du Dali. On est dans un tableau de Dali où on se demande qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qui se passe. J'ai trouvé ça vraiment chouette. So Far Away, c'est une autre nouvelle donc, où on est dans un univers très particulier. Là, je trouve qu'il y a vraiment le côté matérialiste aussi. J'ai vraiment envie d'étudier, en fait, de lire des articles sur Damasio. So Far Away, on est dans un truc beaucoup plus urbanisé où, en gros, il y a toute une tripotée de phares qui sont à différents niveaux de hauteur, donc proche du niveau de la mer ou plus haut, et dans un univers qui est très urbain, très très très, beaucoup trop urbain, très pollué. On parle d'eau qui est pleine d'huile, c'est dégueulasse, c'est plein de brouillard, il y a des trucs qui s'effondrent, ceux qui sont proches du niveau de la mer, ils se noient, parce que la mer elle monte, enfin... c'est une espèce d'urbanisation qui devient complètement tarée parce qu'il y a sur des routes, il y a des camions, des voitures qui bombardent. S'il y a un piéton qui passe, rien à foutre, on roule dessus. C'est vraiment une urbanisation cauchemardesque. Et là-dedans, en fait, les gardiens de phare, qui ont tous des noms où on joue avec le nom de phare. Il y a Farago, Farniente. Les noms de phare sont un jeu de mots avec le mot phare. Je trouvais ça vraiment chouette. Et moi, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser aux passionnés de radio qui sont encore en train de diffuser sur la CB ou qui diffusent sur... donc vraiment un espèce de système de communication qui est plus lent, où il faut avoir des connaissances pour communiquer, parce que eux, ils communiquent les uns avec les autres, avec la lumière de leur phare et du morse. Et on est dans un univers où, si vous voulez, la nuit ne tombe jamais vraiment, parce qu'il y a des phares publicitaires qui sont sur d'autres niveaux. Il y a, je vous dis, c'est vraiment une urbanisation cauchemardesque et galopante. Et ces gardiens de phare, ils vivent seuls dans leur phare et ils ne se déplacent que très peu. Et Sophia est une femme en fait qui vit une relation, qui est en couple avec un autre gardien de phare qui vient de plus loin. Et tous les 6 mois, le gardien de phare il vient visiter Sophia, il passe une semaine au lit et il repart dans son phare. Et Sophia en fait découvre un coup qu'elle est enceinte. Donc sa quête, ça va être de lui dire, sauf qu'ils perçoivent l'un comme l'autre, qu'ils n'arrivent plus à communiquer. Et quand il y a des phares qui n'arrivent plus à communiquer comme ça, ils peuvent utiliser des phares relais. Parce qu'un phare qui va être entre eux peut justement
aller communiquer le message et le porter plus loin. Et ils se sont rendus compte comme ça que urbanisation galopante, il y a un nouvel immeuble qui a été construit et qui leur bloque la vue. Ce qui fait qu'ils sont aveugles l'un à l'autre. Et ce qui fait que Sophia va visiter justement, elle va aller voir d'autres phares, notamment Loupiot. Loupiot, c'est une gamine de 8 ans qui est autiste, qui n'est pas verbale, qui continue à communiquer avec les gens, mais avec de la lumière, de la couleur, et c'est dégagé en fait du morse. Donc elle clignote, entre guillemets, pour dire qu'elle est là, qu'elle est en vie, mais ça n'a pas de sens. J'ai trouvé ça super chouette, vraiment. Vraiment, cette histoire-là, c'est comment est-ce que l'humain continue à être humain dans un monde qui ne l'est plus, et comment les relations sociales, la communication continue dans un monde qui ne fait plus place à ça. J'ai trouvé ça vraiment brillant. Honnêtement, j'ai pas fait exprès de dire ça pour une nouvelle sur les phares. Le tout dernier, donc aucun souvenir, assez solide. Ça va être très dur de le résumer parce qu'il fait que 3 pages et demie, mais on est sur quelqu'un qui va chercher justement des souvenirs pour... ça me faisait pas mal de... Ça me rappelait pas mal la première nouvelle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est autour de... Pas de la mort, mais qui veut essayer de ramener des souvenirs d'une relation qui est terminée. Sauf que ça le met en danger. Quelque part, ce petit voyage dans ces petits bouquins qui font... c'est des petits bouquins qui font même pas 100 pages pour certains. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Parce que j'ai l'impression... Je sais pas pourquoi. J'attribue une certaine froideur en fait à la SF. Pourtant, j'aime beaucoup regarder de la SF à la télé ou au cinéma, et j'en lis peu. Mais là, je pense que ça y est, je suis convaincue, je vais en lire d'autres. Donc j'avais le 5e livre en fait que j'ai décidé de pas lire pour ce coup-ci. C'est Kaleidoscope, un recueil de nouvelles en anglais de Ray Bradbury. Et en fait, j'ai envie de prendre le temps de les lire sans me rusher et sans devoir monter la vidéo à toute berzingue. Ce qui fait que je pense qu'une prochaine vidéo SF viendra d'ici quelques semaines où je vais lire des auteurs plus classiques parce que j'ai récupéré des vieilleries dans des boîtes à livres sur Gilbert Joseph, notamment sur le circuit de l'occasion. Et donc j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe du côté de la SF, mais plus classique, donc peut-être de la SF début 20e siècle par exemple, ou voire avant, mais plutôt 1900-1950 par là, ou 1900-1970. Pas des choses récentes. Donc franchement, ça a été une super découverte, ces trois auteurs. Je suis très fan du style de Damasio. Qu'il faut s'accrocher, à mon avis. Damasio, le style est vraiment déconcertant. Je vous conseille vraiment de commencer par quelque chose de court pour voir si ça colle avec vous ou pas. Stéphane Beauverger, j'ai trouvé au niveau du style, il y avait un côté dans cette novella, quelque chose de très proche du quotidien qui était vraiment cool. Et là, il y a de la poésie aussi chez Stéphane Juillard, donc Sébastien Juillard, pardon, qui a écrit 3 livres. Il y a 2 chez Scylla et un 3e dans une autre maison d'édition, il me semble. J'espère que ce petit voyage dans de la SF contemporaine vous a plu. Je vais essayer de voir un peu ce qui se fait aussi du côté des femmes, parce que je pensais par exemple à Elisabeth von Harburg, il me semble. J'ai un bouquin dans le canapé depuis des mois. Donc prochainement, un autre prochain voyage dans la SF. Parce que, en bonne lectrice et correctrice professionnelle que je suis, il faut tout simplement que je m'essaye à des genres dans lesquels je lis moins. Donc c'est parti. Je vous souhaite un très bon mercredi. À samedi pour la suite, pour 3 nouvelles des Dimensions Fantastiques. Je sais plus, c'est des nouvelles qui sont assez courtes, donc je pense que la vidéo sera assez courte. Et à dimanche pour la suite de Shirley de Charlotte Brontë, où on va attaquer du coup le 2e tome. Donc on continue dans la première partie. Et mercredi prochain, je sais pas encore ce qu'il y aura, on verra. À tout bientôt, passez une très bonne journée et n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations de SF
contemporaines ou plus classiques, ou des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, n'hésitez pas, je prends tous les conseils de lecture que vous avez. Salut!